Nouvelle semaine et nouvelles audiences du tribunal de l'actualité sur les médias leaders, Tray TV et Watt FM. Et aujourd'hui, nous reparlons des volontaires pour la défense de la patrie, dont la période d'enrôlement a été prorogée. Le collège des juges du tribunal de l'actualité au grand complet est là ce matin pour décrypter pour vous ce fait de l'actualité nationale. Bonjour juge Bernard Bougman. Bonjour président Toumondi, bonjour juge Va, bonjour juge Ouedraogo, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour juge Ouedraogo, bonjour président Toumondi, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Président, bonjour, juge Bougma, bonjour, juge Va, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue à la première audience du tribunal de l'actualité pour cette 45e semaine de l'année 2022 qui démarre à présent avec les avant-propos des juges. Un nouveau lundi sur la terre et une nouvelle semaine qui commence. Avant-propos des juges avec Bernard Bougman. Oui, mon avant-propos, comme aujourd'hui c'est lundi, président, ça va concerner ce rituel-là. Donc c'est de souhaiter une très agréable semaine à tous les Burkinabés, de souhaiter un très bon lundi aux uns aux autres. Nous sommes dans pratiquement dans le dernier virage, pour ne pas dire l'avant-dernier virage de l'année 2022. Nous sommes en novembre. Décembre, c'est à côté, avec tout ce que cela également contient comme réalité. Donc, nous abordons ce dernier virage pour l'année 2022, donc pour entrer en 2023, avec toujours les mêmes réalités sur le plan sécuritaire, avec une instabilité politique qui ne dit pas son nom. Donc, et on a aussi des populations déplacées internes, des personnes déplacées internes qu'il faut encourager, qu'il faut travailler à ce qu'elles repartent chez elles. Donc, la mission, elle est grande. Mais c'est ensemble que, la main dans la main, que les Burkinabés vont pouvoir le faire. Nous n'allons pas pouvoir gagner divisés, nous n'allons pas pouvoir gagner désespérés. Donc, maintenant, il nous faut nous armer de courage. Donc, je voudrais souhaiter du courage à tout le monde, à tout un chacun, tout au long de cette semaine. Du courage à tout le monde au début de cette semaine. C'est la 45e semaine. Nous sommes donc à cette semaine de la fin de cette année. Comme a dit juge Bougman tout à l'heure, cette année s'achemine tranquillement vers sa fin. Juge Geoffroy Vara, quel est votre avant-propos du jour? Oui, merci président. Mon avant-propos va concerner Coris Banque International. On a vu les changements à la tête. Je pense le 8 octobre, il y a une décision qui était tombée pour la holding. Et puis le vendredi, on a eu la passation de charges entre Diakaria Ouattara, qui était le directeur général de Coris Banque International Burkina, et Gisèle Goumedzoué, née Ouedraogo. Ce qui est très intéressant, on sait que c'est une dame qui a rejoint le groupe Coris Banque International en 2008, enfin, on va dire au moment de la création de la banque. Et très vite, elle a gravi les échelons. Et dans un monde dit masculin, c'est quelqu'un qui a pu s'affirmer. Aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas volé qu'elle soit nommée directrice générale de cette filiale Burkina Faso. C'est en tout cas pour moi plein de symboles, d'autant plus qu'on parle de la première banque de par ses performances au Burkina Faso. Donc pour moi, ça c'est très important que de par les symboles, on ait cette dame-là et qui part aussi, quoi qu'on dise, son efficacité a pu prouver. Et puis, il y a aussi forcément celui qui gérait donc Coris Banque International Burkina, qui avec les performances qui sont les siennes et la rigueur qu'on lui connaît, est maintenant le directeur de la holding. Je parle de Diakaria Ouattara, parce que quand vous créez une banque en 2008, avec tout ce qu'on connaît comme filiale de grosses banques internationales représentées au pays des hommes intègres et autres, le défi que vous avez, en juste quelques années, devenir la première banque au Burkina, je pense qu'il faut le faire, il faut avoir de la stratégie, il faut avoir de l'ingéniosité. Je pense que cette banque a pu le montrer. On est d'autant plus fiers que c'est une banque burkinabé qui, sur le marché burkinabé, a montré que c'est possible que dans le domaine de la finance, qui paraît être celui très restreint et très réservé, qu'on puisse avoir une expertise et puis puisse compter. Et qu'il y ait des Burkinabés, parce qu'on aurait pu prendre d'autres personnes ailleurs, qui viennent porter ce projet-là jusqu'à le mettre à
à ce niveau-là. Mais ce sont des Burkinabés qui eux-mêmes ont travaillé pour cela. Et aujourd'hui, c'est une banque qui, sur le marché de l'UEMOA, en 2021, est quand même troisième banque sur le marché de l'UEMOA, ce qui n'est pas rien. Un peu plus de 8% de part de marché. Donc, pour moi, ça, c'est une fierté. Montrer qu'au Burkina, il y a des exemples et de par notre expertise, on peut même aussi s'exporter et on est en train de le montrer. N'oublions pas qu'en 2020, ils avaient 2 places en moins. C'est-à-dire, en seulement un an, ils ont fait un bond de 2 dans le rang et ils sont aujourd'hui 3e. Qu'est-ce que cela augure pour demain? Peut-être que le nouveau directeur de la holding viendra avec le dynamisme qu'il a apporté au niveau Burkina pour porter ce groupe-là un peu plus loin. Mais pour moi, c'est toujours la fierté du Burkina. Ça serait intéressant qu'on parle d'une première banque continentale africaine qui a été portée par des Burkinabés et qui est à la tête des Burkinabés. Ça aussi, c'est pour moi des exemples. Exemple à suivre, donc, exemple qui marque le paysage bancaire national mais international, puisque Coris Banque Internationale est présente dans plusieurs pays de la sous-région. Inoussa Ouedraogo, quel est votre avant-propos de ce jour? Merci, Président. Le 20 octobre dernier, au Tchad, on a suivi qu'il y a eu des massacres de populations qui étaient sorties pour exiger l'alternance et plus de démocratie. Ils ont été sauvagement réprimés, il y a eu une centaine de morts. Et aujourd'hui, au niveau du Burkina, il y a un certain nombre d'organisations de la société civile et d'organisations politiques également, qui ont, en collaboration avec d'autres organisations sur le continent, décidé de donner de la voix à partir de Ouagadougou ce matin pour interpeller l'Union africaine, pour interpeller les organisations de défense des droits humains du continent africain à se lever pour qu'ensemble ils puissent dénoncer donc ce qui s'est passé au Tchad, pour dire plus jamais ça pour des Africains qui réclament plus de démocratie, plus de gouvernance, plus de liberté. Et moi, je pense que c'est une bonne chose et je voudrais ici les encourager et les féliciter parce que tout Africain que nous sommes, nous devons être capables de ressentir toutes les gifles que les autres Africains reçoivent, quelle que soit la partie du continent dans lequel ils se trouvent. Donc pour moi, c'est une excellente chose et courage à eux et vivement que plus jamais des Africains voient leur sang couler parce que des gens veulent s'éterniser au pouvoir. Plus jamais ça, il faut véritablement que ce slogan devienne une réalité, se concrétise, pas seulement au Tchad, mais dans tous les pays où il y a des exactions, où il y a des torpillages des libertés individuelles et collectives. Vous nous suivez sur la télévision interactive True TV, mais aussi en simultané sur la radio 100% urbaine, c'est 100.7 Watt FM. Le tribunal de l'actualité décrypte pour vous aujourd'hui et à nouveau le recrutement massif des volontaires pour la défense de la patrie VDP. Mais avant, parlons de cette nouvelle d'extradition à Ouagadougou des capitaines prochains de Paul-Henri Sandaogo Damiba, l'ancien président, qu'il avait suivi dans son exil togolais. Alors, Bernard Bougman, que pouvez-vous nous dire sur cette actualité qui nous a été rapportée au cours du week-end? Oui, effectivement, rapporté, on a appris que les 3 ont été extradés par le Togo et pour venir répondre naturellement des actes de tentative de déstabilisation. Et donc, ils sont arrivés. Et ensuite, ce qui est aussi révélé, c'est que les informations sont les preuves, si je peux m'exprimer ainsi, seraient parties du Burkina pour être présentées aux autorités togolaises de ce qu'elles ont pu avoir comme information de l'initiative de ces éléments-là de naturellement déstabiliser le Burkina. Et donc c'est parti de là que le Togo s'est finalement plié à les faire rapatrier. Alors qu'on sait que le président Damiba avait demandé des gages, non seulement pour lui-même et pour son entourage. Donc ceux qui l'ont soutenu jusqu'à la dernière minute, il avait demandé des garanties pour eux. Et donc si des garanties ont été demandées et qu'après le Togo les extrade, c'est que quand même il doit y avoir quelque chose d'assez préoccupant. De mon point de vue, on ne devrait plus être à ce niveau, dès lors que en son temps le capitaine Ibrahim Traoré a dit que les conditions que l'autre a posées, il avait tout validé et puis il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème, mais ces 3 capitaines ont donc été extradés, nous apprend Omega Media. On parle de déstabilisation, juge Geoffroy Vara. Est-ce à dire que le régime actuel n'est toujours pas à l'abri d'une contestation, voire d'un nouveau coup d'État? Bon, ça, on n'est
pas trop dans le secret des choses pour le dire, mais ce qu'on peut se dire, c'est qu'il pourrait y avoir chez certains donc une volonté revancharde, mais moi je pense que pour ce qu'on a lu le week-end, il y a encore le conditionnel qui est mis, aurait été donc rapatrié, donc on est encore dans la prudence dans l'analyse. Mais moi quand j'ai vu cela, je me suis rappelé d'une vidéo que j'ai vue de Maïga, qui fait beaucoup parler de lui sur la toile, pour être venu, on se rappelle bien, à l'investiture. Oui, pour être venu à l'investiture de Damiba en son temps, la photo qui avait suscité un tollé, lui qui est ressorti de Ouagadougou un peu sur la pointe des pieds parce que recherché. Il disait très clairement que depuis le Togo, il y avait des tentatives de déstabilisation. Ça, il l'a affirmé. On sait qu'à un moment donné, il avait des rapports très close, très serrés avec les proches de Damiba. Ça, c'est aussi une réalité. Et ça, il est revenu sur je pense, sur une vidéo très longue là-dessus. Donc, moi, c'est ce que ça m'a rappelé. Du coup, et il disait il faut faire attention parce qu'il pourrait avoir cette volonté. Mais en même temps aussi, je me rappelle d'un article que j'ai lu de Jeune Afrique sur la vie togolaise de Damiba, parce que au fond, ce qu'on pourrait se poser comme question, si vraiment il y a tentative de déstabilisation depuis le Togo, c'est au compte de qui? On va se dire que c'est au compte de Damiba, celui qui a été renversé par le capitaine Traoré. Mais quand on lit déjà que c'est Jeune Afrique, donc on prend les choses avec ce qu'il faut, on se comprend. Et de cette nouvelle vie togolaise là, on parle de quelqu'un qui est très effacé, parlant de Damiba, qui semble avoir fait le deuil des choses, resté très à l'écart et qui a compris que c'est, on va dire pour la question de son pouvoir, c'est terminé, et donc est en train de passer à autre chose, limitant même les visites et tout. Oui. Voilà. C'est un peu cette vie-là qui nous est racontée, et rappelons aussi que à un moment donné, le fait qu'il soit arrivé au Togo a été l'objet aussi de moult tractations. Ça ne s'est pas fait aisément, même si il avait eu une visite, je ne sais pas si c'est au mois d'août, mais les liens avec Faure Gnassingbé sont forts, c'est vrai, mais il a voulu certaines garanties avant de le recevoir. Et parmi ces garanties, il y a qui ne doit pas interférer dans les affaires burkinabées étant sur le sol togolais. Donc, dans ce cas de figure, quand vous regardez, vous vous dites, c'est qu'il y a problème. Est-ce que ce sont des proches qui individuellement ont mal pris ou n'ont pas encore digéré la façon dont leurs amis, leurs camarades Damiba et eux ont été évincés? C'est une lecture qu'on pourrait avoir. Est-ce que cela est ourdi par le commandant-in-chief Damiba leur? C'est une question qu'on pourrait se poser. Maintenant, si le Burkina a des éléments probants, c'est vrai que le Togo ne va pas se mettre dans un inconfort avec un autre qui tente un certain nombre d'éléments qu'ils n'approuvent pas. Ils vont vouloir montrer patte blanche, et s'il s'avère que les éléments qu'on leur donne sont quand même assez édifiants, ils vont livrer ce qu'il faut livrer. Et je prends toujours la chose au conditionnel, parce qu'on dit aurait été extradé. Donc pour moi ça ne pourrait être que logique, parce que pour des gens qui sont dans un pays, ça fait même pas 2 mois, s'ils doivent être dans des petits calculs de retour, dans des petits calculs de déstabilisation, aujourd'hui on a la technique qui est quand même assez évoluée, qui permet de retracer un certain nombre d'éléments, enregistrer un certain nombre d'éléments. Si vous vous amusez, vous vous exposez, et si ces éléments sont reversés, je ne pense pas que le Togo se mette dans des embrouilles pareils et veuille protéger quelques personnes, alors que même leur arrivée sur le sol togolais, je le rappelle encore, a été l'objet de tractations. Sans compter qu'on avait dit en son temps que justement ce séjour togolais est un intermède vers d'autres destinations. Oui, juge Inoussa Ouedraogo, votre avis sur la question? Bon, pour moi, ce n'est pas une chose surprenante que des militaires qui ont été évincés du pouvoir s'organisent pour revenir. C'est le contraire qui m'aurait étonné. Et donc, pour moi, que ce soit au conditionnel ou que ce soit vraiment avéré, il appartient à ceux qui dirigent de prendre leurs précautions
Mais quand on a pris le pouvoir par les armes, on doit aussi s'attendre à ce que d'autres personnes essaient par la même manière de revenir au pouvoir. Mais ceux qui dirigent aujourd'hui sont donc interpellés. Ils savent ce qu'ils doivent faire pour éviter que justement ce genre de choses arrivent, parce que notre pays aussi a besoin de stabilité pour pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme. Nous avons des adversaires, des ennemis qui sont connus, qui nous tuent à longueur de journée, et ce n'est vraiment pas utile, en tout cas de mon point de vue, que des officiers burkinabés qui peuvent apporter leur modeste contribution à la lutte contre ce terrorisme soient plutôt là à se battre pour conquérir le pouvoir d'État. Le pouvoir se conquiert par les urnes, et donc tous les militaires qui veulent le pouvoir savent ce qu'ils doivent faire justement pour pouvoir accéder au pouvoir, plutôt que de continuer à faire ce genre de choses-là. C'est aussi, à mon avis, une bonne chose que les autorités togolaises aient pris très rapidement les devants pour ne pas se faire complice de ce genre de situation-là, parce que ça peut créer justement des embrouilles entre les deux pays, et en ce moment la sous-région n'a pas besoin de cela, et il faut donc dénoncer avec la dernière énergie tous les hommes politiques ou militaires qui sont tapis dans l'ombre dans des pays voisins ou dans des pays lointains pour essayer donc de déstabiliser le Burkina Faso. Et il appartient aussi aux autorités burkinabées en ce moment de donner de la voix, de dire à ces pays-là qui ne souhaitent pas voir notre pays déstabilisé justement à partir donc de leur territoire. Et il faut ajouter que ce qui est valable pour le Burkina Faso et le Togo l'est davantage pour les autres pays, ou l'est aussi pour d'autres pays. Aucun pays de la sous-région ne doit servir de base arrière pour déstabiliser un autre pays de cette région et même du continent. Pendant ce temps donc, le Burkina doit gérer une situation sécuritaire pénible. La mairie de Dandé, dans la province du Oué, région des Hauts-Bassins, a ainsi été incendiée dans la nuit du 4 au 5 novembre dernier par des hommes armés. On apprend aussi que la ville de Kanchari, dans la province de la Tapoa, aurait été attaquée donc ce matin même par des hommes armés. Pour faire face à la situation, cette situation liée notamment aux attaques terroristes, le gouvernement a entrepris, vous le savez, de recruter 50 000 volontaires pour la défense de la patrie, les VDP. La période d'enrôlement de ces VDP, qui devait s'achever le 4 novembre dernier, a dû être prorogée jusqu'au 18 novembre, Bernard Bourman. Oui, ça a été prorogé jusqu'au 18 novembre. Pour revenir un peu sur l'extradition probable, avérée ou pas, des trois proches de Damiba, ce qu'il faut ajouter, c'est que, je disais tantôt qu'il nous est revenu que ce sont les informations qui sont parties du Burkina, et ils ont été entendus par la sûreté togolaise. Et donc, ils ont été entendus par la sûreté togolaise sur ces questions-là. Mais maintenant, ce qui n'est véritablement pas vérifié, c'est si l'extradition a eu lieu ou pas. Mais les éléments qui sont exacts, c'est que les preuves ont été présentées à partir du Burkina, mais ils ont été entendus par la sûreté togolaise sur les tentatives, effectivement, de déstabilisation. Donc, affaire à suivre. Donc. Oui, exactement. C'est une affaire à suivre. Une affaire à suivre. Dans tous les cas, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a eu un effet ou des actions du côté burkinabé, qui a eu des informations à cet effet, et que la sûreté togolaise donc a été sensible à ces arguments du Burkina. Maintenant, on attend de savoir si effectivement ces trois capitaines ont été extradés ou non. En tout cas, tout porte à croire. Mais tout porte à croire. Tout le monde dans le cercle là, personne n'accepte parler au président, tout le monde parle au conditionnel. Exactement. Sur les éléments en tout cas tangibles, sur ce que j'ai dit, ça c'est vrai, mais la suite vraiment, on ne sait pas. Voilà, peut-être que d'ici là, on aurait une confirmation officielle. Affaire à suivre, et confirmation à venir. Voilà, donc sur les VDP, dont la période a été prorogée. Sur les VDP, bon, c'est pas étonnant qu'il y ait eu prolongation, compte tenu également de la timidité dans certaines localités, parce que d'une localité à une autre, ce n'est pas les mêmes réalités, ce n'est pas les mêmes situations. Et donc timide, enrôlement et tout. Maintenant, bon, quand il s'agit de l'ALT, voyez-vous, tout le bon bas.
Les uns et les autres se battent pour la LT. Il y a des combats. On ne se bat pas pour aller au front. Voilà, on ne se bat pas pour aller au front. À Ouaga même, d'ailleurs, il y a plusieurs fronts qui ont été créés. Mais bon, quel front pour le front maintenant? Ça reste à savoir. Et donc ici, effectivement, sur la question d'abord, les uns et les autres sont divisés, mais je ne pense pas que ce soit ça seulement. Je pense aussi qu'on n'a pas su sérieusement sonner la fibre patriotique. Et durant plusieurs guerres à l'échelle mondiale, il y a un engouement parfois inimaginable. Vous n'arrivez même pas à contrôler ceux qui veulent aller. Parce que tout simplement, les uns et les autres ont su créer la fibre patriotique. On a vu en Éthiopie le Premier ministre devant des stars éthiopiennes dans leur domaine, qui n'ont rien à voir avec l'armée, se sont enrôlés pour aller au front. Parce que là, on a su stimuler l'élan patriotique, on a su stimuler qu'en fait, il s'agit de notre pays. Maintenant, là, ici, je pense qu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Sinon, quand les tantis et les tontons vous racontent l'épisode guerre de Noël, où il y en a qui sont venus avec des vivres, disent prenez aller, d'autres disent nous nous enrôlons volontairement. C'était... Les gens sortent, ils ne veulent pas rentrer sans être allés au front, sans aller au front combattre. Donc il y a ces réalités-là. Maintenant, dans notre contexte, la situation étant très délicate, parce que c'est aussi une guerre asymétrique. L'information principale, c'est que quand vous partez, c'est pas sûr que vous allez revenir. Mais en même temps, ceux aussi qui ne sont pas d'accord, cette campagne de désinformation, la campagne également pour désavouer le projet, elle est très grande. Donc la réalité aussi, elle est là. Je pense qu'on n'a pas pu trouver l'intelligence nécessaire d'intégrer certaines personnalités, certains profils qui peuvent contribuer à comment on appelle ça, à favoriser le recrutement massif, de mon point de vue. Voilà. Donc, conséquence, la machine contraire s'est mise en marche. On a vu même les relais de certains médias qui disent des choses qui n'existent pas d'ailleurs. Donc, que ce soit des vues de l'esprit, mais dire que c'est catégoriser telle ethnie qui est VDP et telle ethnie qui est terroriste, non, on n'est pas à cette catégorisation. Et ça, c'est pas vrai. Donc, toutes ces choses-là ne facilitent véritablement pas les choses. Donc, et puis, quand on regarde la scène politique burkinabé, bon, vous êtes parti, mais vous ne vous rangez pas. Vous continuez le combat d'arrière-garde jusqu'à ce que l'autre tombe. On est dans ça depuis. Je me rappelle que quand les autorités, donc bannières d'Amiba, sont arrivées, la ministre actuelle des Affaires étrangères, comme elle a été reconduite, Olivier Rwamba, sortait pour se plaindre de ce que des Burkinabés étaient dans le couloir des organismes sous-régionaux comme la CEDEAO, l'UEMOA et autres, pour jouer pour que le Burkina soit durement sanctionné compte tenu du coup d'État qui avait eu lieu, et elle s'en plaignait parce que ce n'est pas normal. J'en avais fait l'écho d'un avant-propos où je disais qu'il va falloir effectivement à un moment donné arrêter et penser pays. Non, voyez-vous, on était dans cette situation. Et tac, Damiba tombe, ces hommes ne veulent pas baisser les armes. Donc ce que Damiba et ses hommes ont dénoncé hier, c'est ce que apparemment ils veulent également perpétrer. Donc dans ces conditions, comment est-ce qu'on peut réussir cette unité-là? Comment est-ce qu'on peut regarder dans la même direction? Vous pensez que Damiba, ou en tout cas le plan de Damiba, est en train de torpiller cette initiative de Je parle des recrutement? preuves qui ont été, des éléments qui ont été fournis ce week-end et des informations que nous avons. Je ne pense pas qu'ils soient dans cette logique. C'est des preuves, c'est des éléments qui ont été présentés qu'à partir du Burkina, des informations ont fait état de ci, ça, et ils ont été entendus. Donc j'ai dit, quand vous faites ça, maintenant, c'est quel langage vous allez parler? Un langage commun pour le front. Un langage commun pour dire mobilisez-vous pour vous enrôler au niveau des VDP. Ce que chacun peut faire, il n'a qu'à faire. Ce que chacun peut donner, il n'a qu'à donner. Non, il n'y en a pas. Et puis en la matière, il y a eu des cas où il y a un problème de transparence aussi qui s'est posé. Le fameux compte trésor que Damiba avait fait créer pour dire que ceux qui ont de l'argent de venir donner là-bas pour pouvoir aider à aller au front. Même son bilan de 5 mois après, il n'en a pas fait cas. Il est parti sans qu'on sache combien il y avait là-dedans. Donc cette mobilisation populaire ne peut pas se faire sans aussi de la transparence à un certain niveau de la gestion. Donc étant donné qu'il y a un décalage, donc la confiance entre les gouvernants et les gouvernés a pris un coup, il faut travailler à la restaurer. Si cette confiance n'est pas restaurée, toutes les tentatives vont réussir avec
moins d'éclat et de succès comme ça devrait l'être, de mon point de vue. Oui, alors, juge Vara, vous pensez que cette prorogation est la bienvenue? C'est une initiative quand même de laquelle on attend beaucoup pour, en fait, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Oui, je crois que c'est une initiative dont on attend beaucoup, parce que je crois qu'en termes de solutions proposées face à ce qui nous est imposé en termes de guerre et en termes de type de guerre par les terroristes, je pense que la question de l'engagement populaire n'est plus un débat. Maintenant, jusqu'où, c'est là la question se pose. Et il y en a qui ont proposé depuis le début qu'il y ait les populations qui soient armées. Certains ont dit non, ça peut être dangereux. Et puis armer toutes les populations, ça demande aussi des moyens. Parce que regardez, même par moments, on a des témoignages de ce que, pour ce qui concerne nos forces de défense et de sécurité, elles se sont retrouvées dans des situations où l'arme même n'a pas... Voilà, c'est vrai, c'est des détails, on ne veut plus la ville là-dessus, mais on sait que c'est bien rare. Donc, dire qu'on pourra le mettre à disposition pour toutes les populations, il faut dire que c'est un peu utopique, parce que ça demandera des coûts énormes et exorbitants. Et puis, il y a la question aussi, évidemment, après, de ce qu'il faudrait peut-être gérer si après vous êtes parvenu à vaincre les terroristes, il peut y avoir d'autres soucis. Mais au moins, dans une certaine mesure, selon les moyens de l'État, pouvoir étendre la formation, pouvoir permettre aux populations de se défendre, je crois que ça aussi c'est une option qui est pour moi logique. Et je pense que c'est ce dans quoi on est en train de partir depuis Roch Kaboré, qui a fait passer ça devant l'Assemblée nationale, et on a entendu parler pour la première fois de VDP. Maintenant, le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Je dis toujours, le problème n'est pas la solution, mais est-ce que c'est vraiment la solution qu'on applique? Quand on a vu ce qui était entrevu dans les textes pour ce qui est des VDP, après, c'est parce qu'on a vraiment vu sur le terrain, la plupart des VDP que vous aviez n'ont pas été directement formés. C'est-à-dire qu'il y a le besoin qui est exprimé, qui est là, qui n'attend que d'être satisfait, et puis il y a l'offre qui est minimaliste au regard du besoin. Et donc vient l'obligation d'une adaptation, parce que la nature a horreur du vide. Ils ont besoin de bras et d'armes pour pouvoir se défendre. Il n'y a que quelques-uns qui parviennent à être formés par les forces de défense, mais en définitive, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui ont pu avoir la formation sont venus former d'autres personnes. Et on se retrouve avec des VDP nombreux, mais dont la grosse partie n'a même pas eu une formation directe comme ça, mais qui parvient à être quand même à l'aise dans le maniement des armes. Et puis, à la réalité, c'est que les terroristes aussi n'ont pas fait d'école d'armée. Donc, à ce qui nous est imposé, dans le parallélisme des forces, il y a la solution qui est apportée. Maintenant, il faut bien les accompagner. C'est ce que je dis à chaque fois qu'on aborde ce sujet-là. Oui. Parce qu'on a déjà eu cette première expérience où les VDP n'ont pas été bien accompagnés. Tant et si bien que certains ont déposé les armes, ne sont plus retournés à leur métier, sont partis dans les zones d'orpaillage et tout ce qu'on a vu ici. Et ça a été longtemps décrié. Hier encore, on en parlait au JDS, Journal Dimanche Soir, avec Ali Nana, qui était... déjà même avant qu'on ne parle de VDP, qui s'organisait dans les différentes régions avec certains camarades pour pouvoir faire front à la question terroriste, avait demandé l'engagement populaire et que ce soit encadré, et ce qui est advenu par après. Mais même ceux-là ont été déçus après. Ils disent, on ne nous a pas bien traités. Et à un moment donné, ils avaient comme l'impression, et c'est le mot qui a été choisi d'ailleurs, d'être trahis par ceux qui les ont qui les ont embarqués dans cette aventure. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on revive la même situation. Je crois que ça, c'est important. Tout à l'heure, Bernard disait, il faut de la transparence dans leur gestion. Aujourd'hui que Damiba est parti, c'est là qu'on se rend compte que la LONABé était un genre de caisse noire où on venait à chaque fois de la présidence et puis on prenait de l'argent. D'abord 400 millions, on ne sait pas où c'est parti. On parle de 500 millions avec 250 millions décaissés, des promesses comment on appelle ça, par échelonnement. Et lui dit, j'ai décaissé. J'ai donné à quelqu'un qui est venu prendre. C'est les gens de la présidence qui m'appelaient.
ceux à qui c'était destiné, on prenait les infirmiers dans les supplétifs de l'armée, de la région de l'Ouest, ils ont fait un communiqué, attention, on n'a jamais rien reçu. On n'a jamais rien reçu. Donc, ça veut dire qu'on fait décaisser là où on a des vaches à lait, on dit que c'est pour l'effort de guerre, et puis ça ne revient pas à ceux à qui ça devrait être destiné, parce que eux sur le terrain ils en ont besoin. Oui. Si on va continuer de fonctionner comme ça, on va beau recruter, ça ne sera pas la solution. Bien au contraire, on créera un problème dans le problème. Mais soit. Et moi, ce que j'espère, c'est ce que j'ai dit dès le début, c'est que ceux qui sont venus pour dire qu'il y a une déviation, qu'ils nous montrent, de par le comportement, qu'ils sont revenus à la valeur axiale première, sécuriser les populations avec la vérité et la sincérité qu'il y a derrière. C'est tout le souhait et l'inspiration qu'on pourrait leur porter. Et sur la question des VDP, j'ai dit, aujourd'hui, on est à une situation où on ne peut plus s'en faire. L'économie, ce n'est plus un débat pour moi. C'est-à-dire que la participation populaire n'est plus un débat. Quand le Premier ministre dit, ceux qui sont dehors en train de crier là, s'il veut rendre service à la nation, c'est aller se faire enrôler, je suis d'accord. Mais derrière le communiqué, qu'est-ce que vous mettez en branle pour qu'il y ait cet engouement naturel? Ça se construit, ça se travaille et puis ça s'accompagne. Parce que n'oublions pas que même les ennemis, là, ils ne dorment pas. Eux aussi, ils essaient de saper la dynamique dans laquelle vous êtes en train d'être lancé parce que ça inquiète. Vous pensez que le terroriste, quand il apprend que les populations seront bientôt armées, elles seront organisées et qu'il y a un État derrière qui va encore les soutenir, elles sont assises et dorment sur leur laurier. Non, au contraire, ces groupes armés continuent de s'organiser. Et continuent même d'agir. Et même sur le plan aussi communicationnel, continuent de saper les choses. Donc nous aussi, on doit avoir ces discours-là. Il ne faudrait pas que ce soit juste communiquer tant. Et puis on vous dit de venir vous enrôler. Après, il faut aussi un travail derrière. Et ça aussi, les médias que nous sommes devions pouvoir y participer d'une certaine façon. Il faut un travail derrière du 4 novembre au 18 novembre, donc 2 semaines supplémentaires. Pensez-vous justement, vous dites, chiche, on a prorogé le délai d'enrôlement des VDP. Donc au cours de ces 2 semaines, on va pouvoir faire le plein à ce niveau-là. Et qu'est-ce que vous pensez justement de cette stratégie qui se met en place? Bon, mon souhait, c'est que véritablement on puisse mobiliser les 50 000 personnes. Ce n'est pas au-dessus de la capacité de Burkinabé. Maintenant, moi je pense que les autorités aussi doivent s'interroger sur le pourquoi il n'y a pas eu de réactivité des populations. Alors, juste une minute, parce que vous parlez de réactivité des populations, là où, dans le communiqué qu'il a rendu public à cet effet, le commandant de la brigade de veille et de défense patriotique indique que cette rallonge est consécutive à la demande des populations des campagnes et de la diaspora. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un certain engouement et que les populations demandent cette rallonge, ou en tout cas demandent à ce que le délai soit rallongé. C'est pour cela qu'on a fait cette rallonge. C'est ce que dit le communiqué. Si c'est le cas, c'est une bonne chose. On dira alhamdoulilah. C'est très bien s'il y a un engouement et au point où on est obligé de prolonger pour que des gens viennent s'inscrire. Mais moi, je voudrais dire plus sérieusement que il y a un certain nombre d'éléments qui m'interrogent et qui peut expliquer aussi le fait que justement il n'y a pas d'engouement. Parce que la vérité c'est que sur le terrain... Vous pensez qu'il n'y a pas d'engouement? Je sens qu'il n'y a pas d'engouement. Vous voyez, on a des militaires qui sont dehors en train de combattre sur d'autres fronts. C'est une bonne chose. C'est une excellente chose d'apporter de l'appui à d'autres pays qui en ont besoin. Mais quand chez soi-même ça brûle, c'est bien que nos militaires puissent replier. Et jusque-là, on ne nous dit pas pourquoi. Parce que depuis plusieurs années, on annonce que tous nos contingents qui sont à l'extérieur sur d'autres fronts vont replier pour se consacrer exclusivement à la guerre. On ne nous dit pas donc pourquoi ils ne reviennent pas. Deuxième élément, est-ce que nous avons fait le point pour nous rendre compte que nous manquons d'effectifs? Ou bien c'est parce que les militaires, les gendarmes, les policiers que nous avons ne veulent pas aller au front. Donc, raison pour laquelle on prend des civils, des supplétifs pour compléter donc le nombre pour aller à la guerre. Quand
ces bilans ne sont pas faits véritablement à nos populations, c'est difficile de dire aux gens, venez à travers un communiqué comme ça, de venir s'enrôler pour aller à la guerre. Donc, s'il n'y a pas un minimum de transparence et de vérité sur ces éléments, c'est très difficile. Là, Guilloro, dans une de ces vidéos, disait que, bon, eux, ils se sont engagés pour cette lutte-là, mais ils ont souvent le sentiment qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de sincérité dans la chose. Et que s'il se trouve que des gens ont décidé de vendre ce pays, qu'ils le leur disent, afin donc qu'ils puissent eux-mêmes se chercher. Il l'a dit, et puis quelques temps après, malheureusement, il est mort sur le champ de bataille. C'est pour dire que il nous faut encore plus de transparence pour demander aux Burkinabés pourquoi on leur demande de s'enrôler. Mais il y a beaucoup de Burkinabés qui ont envie de s'enrôler. Les gens ont envie de défendre leur patelin, leurs villages qui sont pris d'assaut par les terroristes, alors qui sont désarmés et qui n'arrivent pas à opposer le minimum de riposte. Oui, les gens veulent s'organiser. Mais il faut même que ceux qui veulent organiser ces gens-là donnent, comme je l'ai dit, des gages de transparence, de vérité, etc. On ne s'assoit pas et puis on produit un communiqué pour dire aux gens, venez s'enrôler. Non, si nous sommes dans une guerre, on doit pouvoir avoir la dimension propagande. Qu'on puisse appeler les gens à venir défendre le drapeau. Mais sous la Révolution, les aînés le disent. Quand on lance l'appel, quand aux heures du JT, des militaires se présentent à travers des communiqués appelant donc à la défense de la patrie, mais ça permet effectivement que des gens se sentent véritablement dans la peau de défendre. Mais quand c'est à travers juste un communiqué administratif, c'est comme si on était en temps normal, il y a pas feu en la demeure, et puis bon, on prend tout son temps, ensuite on prolonge le communiqué. Non, moi je pense qu'il faut que ceux qui nous dirigent descendent sur le terrain, que le président Ibrahim Traoré lui-même prenne le micro et appelle les Burkinabés à s'enrôler. Pas que les autres voix ne comptent pas, mais quand on est en situation de guerre et qu'on est dans l'urgence, comme lui-même il l'a dit, il y a un certain nombre de mécanismes qui doivent être actionnés. Comme permettre par exemple aux acteurs de la culture, à travers donc ce qu'ils savent faire, de contribuer à l'enrôlement des VDP. Qu'on puisse permettre aux chefs traditionnels, qui sont des légitimités sociales, d'apporter leur contribution à la mobilisation générale. Qu'on puisse appeler les hommes d'église, de mosquées, à le faire. Les leaders d'opinion soient mis à contribution. Tout ça doit pouvoir s'organiser et je pense que nous avons les capacités de le faire. Mais quand c'est juste des communiqués administratifs et que surtout on a le sentiment que, bon, on recrute des hommes sans être sûr qu'ils seront bien formés, qu'ils seront bien équipés et que quand ils partent derrière eux en laissant leur famille, qu'il y ait des mécanismes pour pouvoir les prendre en charge. Donc oui, c'est bien que les Burkinabés veuillent faire cette guerre-là, c'est bien qu'au niveau de la diaspora, il y ait des Burkinabés qui veulent venir apporter leur contribution, mais nous devons encore plus nous organiser, mieux nous organiser pour faire en sorte donc que ce qu'on appelle guerre populaire généralisée soit une réalité, parce que ce que nous sommes en train de faire n'est pas encore à ce stade-là. Si on veut appeler la population, et puis je vais dire un élément. Oui. C'est vrai qu'à Ouagadougou on est très nombreux, et on se connaît moins, mais en province là, tout le monde connaît tout le monde. Quand tu te lèves, tu vas au commissariat ou bien à la préfecture pour aller t'enrôler comme VDP, mais tout de suite les terroristes qui sont eux-mêmes entre les populations vous détectent, ils savent qui vous êtes et ils viendront vous chercher parce qu'ils savent que vous êtes allés vous enrôler pour vous combattre. Mais peut-être que si on avait dit... Il faut des mesures dans ce sens-là aussi. Absolument, pour permettre si on avait dit tous les volontaires qui veulent aller à la guerre, le camp Babassi est ouvert, le camp Sangoulé la Mizana est ouvert, le camp Guillaume Ouedraogo est ouvert, venez vous faire enrôler. Mais quand tu te lèves, tu vas là-bas, tu sais que tu es entré là, c'est pour en même temps qu'on t'enrôle, qu'on commence à te former et que dans les jours à venir, tu sois sur le terrain. Mais quand on prend tout son temps administrativement pour le faire, sans que derrière il y ait une communication, une propagande, un appel véritablement à la population à travers les canaux traditionnels de communication, évidemment il peut y avoir des limites dans le
recrutement. Donc vous évoquez aussi le fait que justement le président de la transition doit pouvoir s'adresser à la population dans ce sens et jouer son rôle. Oui, juge Vara, vous voulez intervenir, mais en même temps, juge Inoussa Ouedraogo a soulevé un point qui me paraît important. Comment faire justement dans cette situation d'enrôlement, de recrutement de VDP pour éviter les infiltrations possibles avec des gens qui s'enrôlent pour faire autre chose que la défense de la patrie? Oui. Non, je crois que dans le communiqué, il est clair que les uns et les autres s'enrôlent, et il y aurait une enquête de moralité. Maintenant, j'espère que ce n'est pas aussi, ce n'est pas dit pour le dire. Hein, ouais, parce que ça ne sera pas lapidaire. Voilà, que ça ne sera pas lapidaire, parce qu'on est là aussi en train de parler de quand même 35 000, 15 000, c'est pas rien. Maintenant, quand vous regardez, il y a deux modes. Parce qu'il y a ceux qui sont recrutés pour la commune, il y a ceux qui sont recrutés en fait pour la nation. Donc, pour moi, ça fait deux modes bien différents. Au niveau communal, c'est vrai que les uns et les autres se connaissent, et là-bas, le tamis, il est possible pour peu qu'on mette à contribution ceux qui sont là et qui se connaissent pour la plupart. Maintenant, au niveau national, ça sera un peu plus compliqué. Sauf que là aussi, sur le plan légal, il semblerait qu'il y a un problème parce que conformer. Le VDP, on a bien dit que c'est l'auxiliaire des forces de défense et de sécurité qui intervient dans sa commune et donc dans sa zone. Alors que quand on dit qu'on va vous déployer au niveau national, je ne pense pas qu'on puisse encore vous appeler VDP parce que la façon dont on a contextualisé et calibré la chose pose déjà problème. Il va falloir donc revoir peut-être la loi. Il faut revoir la loi. Maintenant, là encore, il faut qu'on ait encore une réalité, il faut. Mais tout à l'heure, moi, je voulais réagir à ce que disait Inoussa tout à l'heure. Si c'est l'engouement, je pense qu'il y en a. Il y a un engouement. Hier encore, on a abordé la question sur ce plateau. Il y a un engouement. Maintenant, il y a la réalité qu'on a des grandes villes où l'engouement n'est pas pareil. C'est ça aussi la vérité. Mais dans les provinces, dans les villages... Il y a un engouement. Et les 100, et ça devient aussi un problème. 100 personnes par commune, quand on regarde, au regard de la pression terroriste qui n'est pas vécue dans les zones de la même façon, où il y a ceux qui sont à la lisière du rouge, pour eux, c'est encore plus prégnant. Ils se demandent, mais pourquoi est-ce qu'on arrête ce chiffre-là de façon égale avec d'autres zones où le besoin n'est pas si pressant? Ils se disent chez eux, il fallait faire tous prêts. Voir la situation. Ils se disent qu'on est vraiment tous prêts à aller parce qu'on est en train de voir le village en train de partir. Si on peut nous former pour qu'on puisse se défendre, on préfère que tous les bras là y aillent. Et déjà qu'ils sont volontaires pour ça. Maintenant, s'il faut mettre des quotas qui soient le même que dans certaines villes qui sont encore en arrière-plan et qui ne sont même pas encore inquiétées, ça aussi, c'est peut-être pour moi une réflexion qui doit être menée. Donc, il y a un engouement, ça c'est certain. Maintenant, il y a certaines villes où ce n'est pas pareil, parce qu'on connaît aussi comment ça fonctionne. Deuxième élément, tout à l'heure, il disait qu'il y a un message qui doit être donné. J'ai dit, derrière, il faut une communication. Je pense que ce qu'on fait ici aussi, c'est des propositions. C'est ça le caractère constructif aussi de l'analyse et de notre démarche sur ce plateau. Je me pose une question. Qu'est-ce qu'on veut donner comme message? Est-ce que, pour caricaturer, je le disais hier, c'est l'armée à Koussiam et les populations au front? Je ne pense pas que ce soit ça qu'on veut donner comme message. Mais pour ne pas qu'il y ait beaucoup qui pensent que c'est ce qui est en train de se produire. Pour ne pas qu'il y ait cette perception, je pense qu'on doit avoir une armée qui, dans son entièreté, là, se bouscule pour le front. Koussiam, le débat, il est terminé. On est d'accord. Mais qu'on sente qu'il y ait cette armée qui se bouscule pour le front, dans son entièreté. On sait qu'il y a des jeunes militaires qui sont au front, qui sont sur le terrain, qui sont en train de risquer leur vie. Il ne peut pas avoir une partie de l'armée qui a fait des formations qui s'asseyent à Ouagadougou. Je pense que ça aussi, il y a une grosse réalité qu'il faut. Ils sont dans la stratégie, oui, mais quand même, il peut l'apporter. On doit le sentir, on doit les sentir bouger. Ça, c'est un élément. Je prends un exemple d'un pays. Je dis comparaison n'est pas raison, mais ce n'est pas fou de faire quelquefois quelques parallèles. Prenez le cas du Mali, qui est dans une situation aussi difficile que la nôtre. Mais si vous demandez à des civils de venir, parce que ça ne va pas, mais vous avez des gens qui sont déjà formés au maniement de l'arme. Vous avez des policiers, vous avez d'autres éléments. Au Mali,
En 73, ils ont décidé de militariser leur police. En 91, après que le général, j'oublie toujours son nom, c'est Moussa Traoré, soit tombé, ils ont décidé de démilitariser la police. Ils ont décidé récemment, au regard de la réalité, de remilitariser la police. Pourquoi est-ce que chez nous, on n'a pas ce débat-là? Au moins, ce débat-là. Si vous dites aux populations, c'est-à-dire le civil, celui qui est le moins, c'est-à-dire que celui qui est le moins à même au maniement de l'arme, celui qui est le plus loin de la question de la guerre, vous lui dites, tu dois pouvoir contribuer. Mais ceux qui ont été formés dans une certaine mesure sur les questions de sécurité, pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas au moins à revoir leur modèle leur modèle d'utilisation. Oui. J'ai dit c'est un débat parce que s'ils sont en train de le faire et que c'est sous cap, ils ne communiquent pas, c'est encore pour moi démoralisant pour des civils auxquels on demande de venir, alors que on a d'autres forces, même les zones stratégiques et autres qui doivent, non, même si c'est dans la stratégie aussi, il faut être honnête et déposer les choses sur la table. Quand vous prenez le cas du Mali, vous aurez pu le faire sous cap, la remilitarisation de l'armée, ça a été une proposition qui a été faite, discutée. Est-ce que chez nous, remilitarisation plutôt de la police, est-ce que chez nous, ce ne sont pas des éléments, puisqu'on a une police qui, à un moment donné ici, a revendiqué des armes qui leur permettent de pouvoir répondre au feu qui vient. On leur rappelle que non, à chaque fois que leur mission, c'est pas ça, mais quand ils se retrouvent face au feu de l'ennemi, le gars, il se pose pas la question de savoir si c'est un militaire, c'est un policier, c'est un ceci, c'est un cela, il ouvre le feu. Donc, est-ce qu'il ne faut pas repenser aussi cela? Pour moi, ça, c'est quelque chose d'important. Oui, il faut repenser tout ça et repenser la stratégie. Sans doute que les stratèges y travaillent. Oui, Bernard Bougman, sur la question. Oui, tout à fait. C'est pourquoi j'ai dit qu'en termes de mobilisation, on aurait pu trouver d'autres intelligences, intégrer d'autres leaders pour pouvoir galvaniser davantage, stimuler l'élan de mobilisation. Ça, effectivement, Geoffroy a très bien abordé ce point-là. Ces aspects, je pense que faire un communiqué, c'est bon, dire d'aller vous enrôler, c'est bien. Mais nous sommes dans une situation où cette génération mobilise à travers d'autres canaux qu'on aurait pu utiliser. Les réseaux sociaux, avec un branding bien fait, je pense qu'on aurait pu faire mieux en termes de mobilisation déjà. Ça, c'est un élément fondamental de mon point de vue qu'on a négligé. Voyez-vous des caricatures où on dresse une table, là c'est écrit ALT, là c'est écrit VDP, VDP c'est vide, ALT, le rang il est long, il ne finit pas. Donc, quand on voit une telle image en caricature, bon, pour ceux qui sont à Ouagadougou, ou dans d'autres villes pas directement touchées par le terrorisme, oui, effectivement, il n'y a pas d'engouement. Mais allez-y dans les zones sous menace. Il y en a qui ont déjà bouclé leur liste au quart de tour. Alors qu'effectivement, il fallait faire au prorata, comme il a si bien dit. L'autre aspect, c'est ceux qui sont au front, qui sont des jeunes VDP, engagés au front, qui ont été entraînés pendant 2 semaines, mais qui font des exploits, qui arrivent à repousser parfois des attaques d'envergure. Est-ce qu'on n'aurait pas un schéma d'incorporation en même temps pour pouvoir mieux les utiliser et mieux les canaliser? C'est vrai que cette stratégie vient en général quand la guerre est finie, dans la stratégie de démobilisation, désarmement, réinsertion, oui. Mais pendant qu'on y est, est-ce que quand on regarde leur âge et ce qu'on leur a déjà inculqué comme minimum d'armes militaires, on ne peut pas penser à leur incorporation. Oui, mais je crois que c'est prévu. Il est question de se servir de cette pépinière de VDP comme passerelle pour recruter aussi les forces. Mais dans la com, on parle moins. C'est prévu. Que effectivement il y aura cette. Donc vous pensez que c'est une bonne démarche pour agrandir les rangs. Mais pour des gens même qui se battent chaque jour, il est devenu pratiquement un militaire, c'est devenu un soldat. C'est parce qu'il est labellisé VDP. Il subit les mêmes réalités, les mêmes dures réalités. Il contribue aux attaques dans des conditions parfois très difficiles. Donc il vaut mieux. Si on l'avait fait pour Yor, je pense qu'on l'aurait mieux protégé de mon point de vue. Mais il y en a qui proposent alors dans ces conditions, pourquoi ne pas recruter juste pour les forces armées et envoyer les gens au front plutôt que de passer par cette passerelle de VDP. Et qu'est-ce qu'on fait par la suite, puisque vous avez évoqué la question démobilisation, réinsertion, qu'est-ce qu'on fait par la suite de ceux qui ne seront pas incorporés au sein des forces armées? Juste parce qu'il y a tout ça à voir. Mais c'est d'abord, ça doit être volontaire également. Est-ce qu'il est intéressé d'ailleurs pour être enrôlé dans les forces armées nationales? Il y a d'abord la question de sa liberté de choix. Ça, c'est passé ça. Il y a aussi la suite. Bon, effectivement, pourquoi ne pas recruter directement pour l'armée? Je ne sais pas. Je ne suis pas militaire, je ne sais pas. Alors, mais il y a un temps de formation
2 semaines, au niveau de l'armée et tout, mais il y a des aspects budgétaires à prévoir. En fait, c'est tout ça. Maintenant, quelles sont les garanties? Vous partez, vous vous enrôlez, vous restez au front ou après, comment est-ce que vous vivez? Donc il y a ces questions existentielles-là que beaucoup se posent, qu'aujourd'hui beaucoup ne se posent plus, parce que même la question de l'existence de leur localité se pose. Il n'a même plus le temps pour réfléchir à cela. Donc quand un monsieur comme Yoro abandonne ses jardins, abandonne ses planches de tomates et puis débarque pour prendre une arme pour aller combattre, il ne se pose plus cette question. Il ne se pose plus cette question. Donc la réalité aussi, il y a une autre réalité de terrain qu'il faut effectivement pouvoir prendre en compte. Mais la réalité aussi, c'est que nos gradés, l'heure est venue de sortir aussi des bureaux. Ça va contribuer davantage pour la mobilisation, plutôt que de se battre pour les postes de directeur général et de session. Dans le MPSR 1, à un moment donné, c'était devenu délicat. Oui. Pour le même poste, vous avez 5 gradés ou des officiers supérieurs ou subalternes, chacun vient déposer son CV pour dire moi je suis qualifié pour cela, moi je suis qualifié pour cela. Alors il faut donc sortir les gradés des bureaux et mettre tout le monde au front. En tout cas, tous ceux qui peuvent aller au front doivent aller au front. Vous justement sur cette question, qu'est-ce que vous pensez de se servir de cette pépinière de VDP à former bientôt comme passerelle pour recruter au sein des forces armées, et comment peut se gérer la question d'éventuelles frustration que cela peut créer au sein du groupe quand on n'y est pas recruté, au sein des forces armées, je veux dire. Non, moi j'ai dit sur ce plateau que à partir du moment où nous sommes en guerre et que nous décidons de massifier le recrutement, il faut le faire sans discrimination. J'avais pris l'exemple de nos grands-parents qui ont fait la guerre, la Seconde Guerre mondiale, pour dire que on ne peut pas mettre des différences entre des gens qui vont donner leur vie pour défendre la patrie. Soit on appelle toutes les populations à se mettre debout pour qu'on fasse une guerre populaire généralisée, auquel cas on forme tout le monde, en tout cas ceux qui sont aptes à le faire pour aller au front. Soit on recrute massivement des militaires à travers soit des contingents spéciaux ou d'autres éléments, ils sont militaires, ils le connaissent mieux que nous, pour faire la guerre. Sinon, dès lors qu'on met justement des différences, alors qu'il s'agit d'aller combattre sur le même front, le même ennemi, pour moi, il y a déjà problème. Mais au-delà, pour moi, il y a les contradictions secondaires et puis il y a les contradictions principales. La contradiction principale aujourd'hui, c'est qu'on recrute massivement des gens pour aller faire la guerre. Maintenant, quand on va finir la guerre, on va régler les questions subsidiaires qui vont se poser après. On ne peut pas courir en se grattant le dos. Donc on ne peut pas être aujourd'hui en même temps en train de mobiliser pour dire allons à la guerre et en même temps on est en train de se poser des questions, qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là lorsque la guerre va finir. En attendant, la guerre n'est pas finie. La guerre est en train de commencer. Il faut faire la guerre et après, on réfléchira ensemble à comment faire en sorte d'intégrer soit ces personnes-là. Et comme le juge Bougma le disait, tout le monde n'est pas véritablement prêt à aller faire une carrière militaire. C'est pas parce que je veux m'engager pour défendre ma patrie aujourd'hui que je veux faire de la vie militaire une carrière. Non, c'est deux choses différentes. Pour moi, le plus important, c'est que on se mobilise tous, chacun en tout cas à son niveau, pour contribuer au combat, parce que tout le monde, partout où tu sois, que ce soit au front, que ce soit même au bureau, il doit avoir des prédispositions à comprendre que le pays est en guerre et on doit donc se tenir en conséquence par rapport à ça. Chacun doit jouer son rôle dans cet effort pour libérer le pays des terroristes et pour ramener la paix, la quiétude dans nos hameaux. C'est la fin de cette audience du tribunal de l'actualité, la première de la semaine qui commence et qui est revenue sur le recrutement massif des volontaires pour la défense de la patrie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Nous avons également parlé brièvement de l'extradition des capitaines proches de l'ancien président Paul-Henri Damiba et qu'il avait suivi dans son exil togolais. Merci aux juges qui ont siégé pour livrer leurs clés de lecture par rapport à ces sujets de l'actualité nationale. Merci juge Bernard Bougma. Merci. Merci juge Geoffroy Bara. Merci également juge Inoussa Ouedraogo. Merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tree TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Notez que le tribunal de l'actualité est rediffusé
diffusée chaque jour à partir de 21h30 temps universel sur Tree TV et à 22h ainsi qu'à 5h sur Watt FM. Mais une nouvelle émission vous revient en direct demain matin à partir de 8h temps universel sur l'ensemble de notre réseau avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.